vas-tu? Ça va et toi, Martin? Eh bah ça va plutôt pas mal, journée pluvieuse à Abidjan, mais on garde la forme. Toujours. D'où vient ton prénom, Kiran? Alors, c'est d'origine hindoue. Ça veut dire Ok, rayon de soleil en hindou. ok, Ouais. Du coup, voilà, j'ai aucune origine hindoue, mais c'est une inspiration de mes parents qui ont voulu me donner un nom qui marque. Donc voilà. trop bien. Et que fais-tu ici à Abidjan? Alors moi, je suis née et j'ai grandi donc à Abidjan. Ok, Mes parents sont là depuis des générations, en fait, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi, mes enfants, et ainsi de suite. Du coup, donc moi, je suis née et j'ai grandi à Abidjan. Je suis d'origine, donc je suis ivoirienne, d'origine libano-espagnole. Et donc, j'ai grandi, en fait, en Côte d'Ivoire jusqu'à mon bac. Donc, j'ai passé mon bac ici, bac français, et j'ai été poursuivre mes études supérieures à Paris. Donc j'ai d'abord commencé, donc j'ai eu un parcours assez pivotant. Donc à la base, j'ai intégré une école d'architecture d'intérieur. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. à Paris? Ouais, Camondo. Ah oui. Donc pas pour moi, trop abstrait, pas assez terre à terre. Donc j'ai décidé de pivoter justement. Donc je suis passée par des conseillers d'orientation, etc. qui m'ont un peu dirigée vers l'école de commerce. Donc j'ai fait d'abord un bachelor pour être sûre que c'est ce qui me convenait. J'ai fait un bachelor donc à l'ESCE en commerce international. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un petit penchant pour la finance. Donc j'ai décidé de poursuivre donc, un master à Schema Business School. Et j'ai fait un master, donc MSc, en Sustainable Finance et FinTech. À la base, dans mes objectifs professionnels, c'était vraiment de poursuivre donc, mes études en France ou ailleurs, et ensuite avoir de l'expérience en Europe, aux États-Unis, enfin vraiment cocher un peu les cases du financier, enfin voilà. Je me suis rendu compte que dans tous les cas, mon point final, ce serait la Côte d'Ivoire ou l'Afrique. Donc, j'ai décidé en fait de, plutôt que de faire carrière dans un environnement qui n'est pas du tout le même qu'ici, pourquoi apprendre d'une façon différente et venir réapprendre une fois que je serai rentrée. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, on casse les codes, on rentre, il y a tout à faire ici. En plus, je voyais un peu ce qui se passait par rapport à l'écosystème et tout ça. Je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se préparaient, beaucoup d'envie, de gros GFIs, etc. sur l'Afrique. Donc je me suis dit, c'est le moment, autant le faire. J'ai quand même acquis une expérience de vie, mais aussi académique. Donc j'ai quand même un certain savoir-faire. Donc, c'est le moment de rentrer dès le début pour justement contribuer à la croissance en fait et être là dès le départ et dans 10 ans se dire ah bah j'étais là au moment Génial. où ça a pété quoi. Trop bien. Donc voilà, donc j'ai d'abord fait un stage en venture capital chez Afrique Invest, donc un fonds de private equity panafricain. Donc j'étais basée à Tunis pendant 6 mois et là j'ai appris plein de choses. C'est vraiment ce qui m'a... Franchement, je pense que ça a été un peu le déclic aussi pour tout ce qui est inno, tech, start-up, etc. en Afrique. Je m'y connaissais mais pas non plus de manière très profonde quoi. Et là, ça m'a vraiment ouvert le scope en fait sur tout. Ça m'a élargi un peu ma vision Afrique, opportunités et tout ce qu'il y avait de super intéressant à faire ici. J'ai touché à tout ce qui était sourcing, donc je voyais toutes les opportunités qui passaient chaque semaine. Mon job, c'était vraiment genre de noter en fait ce qui passait, de voir ce qui était intéressant, ce qui n'était pas intéressant, faire des recherches, des analyses sectorielles, des analyses sur des segments en fait d'un marché en général, d'analyser des deals qui passaient, donc opportunités d'investissement ou pas. Donc c'est vraiment tout ça en fait qui m'a permis d'avoir une vision assez globale et assez poussée analyse aussi. Je suis rentrée à Abidjan en me disant bon, qu'est-ce que je fais? Je pousse finance, carrière, vraiment corporate, machin et tout. Ou est-ce que je continue dans cette lancée? Et là, il y a M Studio qui est passé comme ça devant moi et je me suis dit, bon, c'est le moment de saisir l'opportunité. C'est un peu la suite logique de ce que j'ai fait. Et par rapport à mon objectif de me dire, je suis là au début, et dans 10-15 ans, me dire bah, j'étais là au moment où tout s'est passé, bah, c'est clairement ça en fait. Parce que M Studio, c'est clairement créer, en fait, faire bouger les choses, faire pousser les choses. Et du coup, bah, c'était une opportunité à ne pas rater, quoi. Trop bien. Donc voilà un peu mon histoire. Trop cool. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien chez MS Studio du coup? Alors moi, je suis responsable du stratégique sourcing.
Du coup, je source toutes les idées. Mon rôle, c'est vraiment de trouver les startups identiques qui ont un business model intéressant qu'on peut adapter ici, en fait. Donc, je donne l'exemple d'une startup dans la mobilité qui a scalé en Afrique anglophone ou en Amérique latine ou en Asie. Je trouve le business model donc clé, donc le business model qui peut vraiment s'adapter ici, avec plusieurs data, plusieurs façons de collecter, donc que ce soit en source de données publiques ou semi-publiques, ou aller directement à la source vers les entrepreneurs, donc les founders de ces successful startups qui ont scalé ailleurs. Donc mon job, c'est vraiment de trouver toute la donnée à analyser pour guider au mieux nos entrepreneurs vers le business model, vers la startup à créer ou à recréer qui fonctionnera le mieux ici. Dans le cas où c'est ni de la donnée publique ni semi-publique, tu vas voir les founders directement et eux, ils sont hyper enclins à te la donner, cette donnée? Généralement, oui, ils sont plutôt ouverts à partager leur expérience, à partager leur feedback et même des données qui peuvent des fois être confidentielles parce que demain, une startup qui a scalé en Asie, qui commence à rentrer en Afrique anglophone et qui veut peut-être étendre son scope en Afrique francophone, bah, du coup, nous, on aura déjà créé la startup en fait qui, eux, viendront juste se greffer, en fait, la racheter et du coup, voilà. Généralement, c'est un peu stratégique aussi de leur part, donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Ça peut être un bon argument, ouais. Voilà, Elle ressemble à quoi ta vie à Abidjan au quotidien? j'adore. Franchement, non, en vrai, j'adore parce que, bah, bon, déjà, j'ai un peu mes repères ici, j'ai grandi ici, j'ai toute ma famille ici. Donc déjà, c'est un gros point qui fait, un gros facteur qui fait que ma vie est beaucoup plus agréable ici qu'à Paris, par exemple. À Paris, à part mes potes, à part beaucoup de choses aussi qui étaient sympas, franchement, Abidjan, c'est... comme on dit, Abidjan est le plus doux au monde. Et ça, c'est un truc vraiment, enfin, voilà, genre, ça peut pas s'expliquer. Je sais pas, je sais pas comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas Abidjan pourquoi c'est bien. Mais je sais pas, il y a une entraide, il y a une solidarité entre les gens. Il y a vraiment ce sens de la famille. C'est très, je donne un exemple, on peut me voir comme ça, on va me dire, hé, la blanche, la blanche, la blanche. Et dès que je commence à rentrer un peu dans les trucs, genre parler un peu le dialecte en ouchi et tout, ah, ma sœur. Enfin, c'est vraiment un truc, tu te sens directement très intégré en fait. Et même des expats qui sont arrivés ici en mission ou autre, bah, disent que c'est Abidjan et pas Dakar ou même pas le Ghana. Enfin, la semaine dernière, on a reçu des étudiants de McGill, donc qui ont fait une petite tournée en Afrique et qui sont passés par des villes où on penserait que ce serait peut-être plus développé ou autre. Dès qu'ils arrivent à Abidjan, ils se disent, bah, franchement, je comptais pas revenir en Afrique, mais quand j'ai vu Abidjan, je me suis dit que pourquoi pas. Trop bien. Donc je pense que ouais, c'est quelque chose qui s'explique pas. Il y a une énergie, quelque chose de fort en fait qui fait qu'on est, on est ancré un peu quoi. Et du coup, moi qui arrive de Paris et qui a envie de repartir avec le sentiment que tu décris, tu me conseilles de faire quoi à Abidjan pour ressentir cette énergie-là dont tu parles? C'est une question piège. Faut que j'aille en boîte? Non, pas forcément, mais être vraiment avec des locaux, enfin vivre un peu la vie abidjanaise en fait, et non pas la vie touristique. Bon, il y a de très belles choses à voir, mais vraiment, je pense que ce serait d'aller voir les petits commerçants, discuter avec eux, voir que malgré ce qui se passe, en fait, malgré ce qu'on peut voir, le contraste qu'il peut y avoir entre les gros buildings et à côté de ça, peut-être des quartiers un peu moins modernes, on va dire, voir quand même qu'il y a une joie de vivre, en fait, qui est... Enfin, qui Omniprésente, est... Ouais. Ok, trop cool. Bon bah je te ferai un débrief à la fin de la semaine. Ouais. Moi il y a un truc que tu dis qui m'excite en tant qu'entrepreneur, c'est tu me dis ouais j'ai envie dans 15 ans de pouvoir dire ouais j'étais là au moment où ça a commencé. Qu'est-ce qui toi te laisse penser et te fait dire qu'il va y avoir cette vague que tu anticipes et que tu décris? Bah, déjà, ça commence avec, on a eu de grosses startups quand même qui ont levé, enfin c'est déjà un début. Il y a eu Wave, donc, qui a commencé au Sénégal, mais du coup qui est aussi présent ici et qui est en train de faire des ravages sur le marché. On a Jamo qui a levé aussi 14 millions, qui sont en train justement de montrer en fait l'exemple
à toutes les personnes qui restaient un peu dans l'ombre et qui comprenaient pas en fait comment lancer les choses, je pense. Je pense que c'est plus et il y a aussi l'aspect réglementaire qui peut-être bloquer un peu les choses. Et là maintenant que tout le monde voit l'exemple qui se fait ailleurs, tout le monde voit que Jamo a Ça réussi, existe. Wave a réussi, Julaya a réussi, Yango a réussi, Itch a réussi, et ainsi de suite, on peut le faire aussi. Donc au final, genre, c'est tout cet écosystème-là qui est en train de se créer, une grosse envie, comme je disais, de toutes les grosses institutions qui veulent mettre de l'argent dans les startups en Afrique francophone et développer ce truc-là ici, il y a tout à faire. Il y a tout à faire parce que la compétition n'est pas rude en fait. Au final, si on regarde, on a une start-up qui a réussi dans tel domaine, une autre start-up. Donc, il y a tout à faire. Contrairement à l'Afrique du Sud où il y en a 20 qui font la même chose. C'est vraiment le moment où tout le monde se dit il faut saisir l'opportunité, où ils se disent j'ai envie d'être le prochain Régis Bamba en Côte d'Ivoire ou même au Bénin. C'est tout ça en fait qui motive, je pense, les entrepreneurs à créer et on a aussi une vague de jeunes qui reviennent justement d'Europe, des États-Unis, d'Asie, de tous les quatre coins du monde en fait, qui reviennent avec cette expérience un peu occidentale, avec cette connaissance de l'écosystème international en fait, et se disent mais pourquoi je peux pas le faire ici en fait? Pourquoi je peux pas l'adapter dans mon pays? Et je pense que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui arrive de plus en plus, et les vagues, elles commencent à... Toutes les vagues de jeunes étudiants, on va dire, de jeunes entrepreneurs qui reviennent, même s'ils reviennent dans un but de peut-être reprendre le business familial ou autre, ont quand même cette envie de se démarquer, de ne pas reproduire la même chose que ce que les parents ont fait. J'en connais plein, Moi j'ai plein d'amis qui reviennent et qui vont bosser chez leurs parents, mais qui se disent bon, il faut qu'on digitalise, il faut qu'on fasse les choses d'une nouvelle manière, il faut qu'on soit plus dynamique, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus jeune en fait, et moins archaïque en fait. Que ce soit d'un point de vue start-up ou d'un point de vue entreprise tout court, il y a cette envie de faire bouger les choses, de faire avancer des choses, parce qu'aujourd'hui la donnée est accessible à tout le monde en fait. Tout le monde voit ce qui se passe ailleurs et tout le monde se dit mais pourquoi chez nous ça se ferait pas? Donc c'est un peu ça je pense le point de vue vraiment par rapport à pourquoi je pense que c'est le moment, parce que justement il y a tous ces petits trucs qui commencent à bouillir un peu autour et qui vont, je pense, créer quelque chose de sympa. Meilleure ambassadrice, c'est bon, je signe. C'était trop cool d'échanger avec toi. Tu nous as donné plein Avec d'infos. plaisir. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Salut.